Le romarin parfumait encore le bout des doigts de Catherine alors qu'elle préparait la marinade pour le gigot d'agneau, ses mains se mouvant avec le rythme familier et réconfortant d'une recette connue par cœur. Dans sa cuisine de la Croix-Rousse, baignée par la lumière douce d'un après-midi de printemps, chaque objet racontait une histoire. La planche à découper en bois portait les marques de milliers de repas partagés, la vieille cocotte en fonte, héritée de sa propre mère, était la promesse d'un plat mijoté avec amour. Par la fenêtre, la vue sur les toits de Lyon, avec la silhouette lointaine de la basilique de Fourvière, lui rappelait chaque jour la beauté de la ville où elle avait construit sa vie. Pourtant, un frisson subtil, presque imperceptible, la parcourut. C'était une prémonition fugace, une pensée étrange, née peut-être du souvenir d'un commentaire d'Isabelle la semaine précédente, un « oh, c'est » traditionnel lâché avec un sourire trop poli en voyant un nouveau napperon qu'elle avait brodé. L'idée que ce dîner de famille, comme tant d'autres qu'elle avait financés, ne serait pas la célébration chaleureuse qu'elle imaginait, mais plutôt une sorte de point final. Elle chassa cette pensée absurde, un nuage passager dans son ciel bleu. Un sourire tendre étira ses lèvres alors qu'elle contemplait la bouteille de Saint-Joseph qu'elle avait soigneusement choisie. C'était le vin préféré de Léo, son fils. Son regard se posa sur une photo aimantée au réfrigérateur, Léo au parc de la Tête d'Or, ses bras entourant une petite Lily de 3 ans, riant aux éclats. Voir son fils heureux, dans cette belle maison moderne d'Écully pour laquelle elle et son défunt mari avaient tant économisé afin de lui fournir l'apport, voilà tout ce qui comptait. C'était son rôle de mère, un devoir d'amour qu'elle endossait avec une fierté silencieuse. Ce soutien financier constant n'était pas un fardeau, mais la continuation de l'œuvre de sa vie, bâtir une fondation solide pour la génération suivante. C'est alors que le son strident de son smartphone, posé sur le plan de travail en granit, déchira le silence paisible. Le bruit sembla déplacé, agressif dans la quiétude de sa cuisine. Elle fronça les sourcils. Qui pouvait bien lui envoyer un message un samedi après-midi? S'essuyant méticuleusement les mains sur son tablier, elle prit le téléphone. Le nom Isabelle s'afficha. Une vague de chaleur et d'espoir la submergea un instant. Peut-être un mot gentil, une question sur le dîner, un besoin d'aide, maman, ou un on a hâte d'être à ce soir, qui aurait enfin brisé la glace de cette polie distance qu'Isabelle maintenait toujours. Elle ouvrit le message. Et le monde, son monde soigneusement construit, s'arrêta de tourner. 2 phrases courtes, brutales, écrites noir sur blanc. Vous n'êtes pas invité ce soir. Je ne veux pas de vous ici. Le téléphone faillit lui glisser des mains. Elle le rattrapa, ses doigts soudain gourds et froids. Elle relut. 1 fois. 2 fois. Le « vous ». Isabelle avait toujours utilisé ce vouvoiement formel, mais dans ce contexte, ce n'était plus de la politesse. C'était une arme. Un mur de verre érigé entre elles, la classant comme une étrangère. Un froid glacial l'envahit, partant de sa poitrine pour se répandre dans tout son corps, plus pénétrant que le vent d'hiver sur les quais de Saône. L'odeur du romarin, si réconfortante quelques secondes plus tôt, lui donna une nausée violente. Le gigot d'agneau, symbole de son amour, de sa générosité, n'était plus qu'un morceau de viande crue et inerte sur le comptoir. La violence de ces mots, envoyés à 16h17, une heure si précise, si délibérément choisie pour ne lui laisser aucune chance de faire d'autres plans, était chirurgicale. Pas d'explication. Pas de salutation. Juste une exécution numérique, froide et sans appel. Les larmes qu'elle s'attendait à sentir monter ne vinrent pas. À la place, le chagrin se cristallisa en quelque chose de dur, de lourd, comme une pierre dans son estomac. Ses doigts, qui tremblaient une seconde plus tôt, devinrent étrangement stables. Elle tapa un seul mot en réponse, « D'accord ». Puis, sans une hésitation, elle se dirigea vers son bureau, ouvrit le tiroir du bas et en sortit un grand carnet à la couverture de cuir noir que personne, pas même Léo, ne soupçonnait l'existence. Le carnet noir était ouvert sur le bureau en chêne, ses pages jaunies par le temps semblant absorber la lumière tamisée de la lampe, comme un secret gardé trop longtemps. Le mot « d'accord » que Catherine avait envoyé quelques minutes plus tôt n'était pas un murmure de défaite. C'était le son lourd et silencieux d'un coffre-fort qui se verrouille, d'une porte blindée qui se ferme pour toujours sur une époque de sa vie. La mère aimante et naïve avait cessé d'exister à 16h17, la femme qui était assise là maintenant, c'était Catherine. Une femme blessée, mais dont la colonne vertébrale,
qu'elle croyait courbée par les années, se redressait avec une force insoupçonnée. Son regard balayait les pages du carnet. Sa propre écriture, régulière et appliquée, une écriture de professeur à la retraite, listait avec une précision clinique 4 années d'amour à sens unique. Le 10 mai 2021, apport maison Léo et Isabelle, 20 000 €. Elle se souvint de ce jour-là, de la joie dans les yeux de Léo, de sa fierté à elle de pouvoir offrir ce départ dans la vie à son fils unique. Elle se souvint aussi du sourire d'Isabelle, poli, reconnaissant, mais où ne brillait pas la même lueur. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention. Ce soir, ce souvenir avait un goût de cendre. Elle tourna la page. Le 12 juillet 2022, voyage de noces aux Seychelles, 4 000 €. Elle revoyait Isabelle lui montrant les photos sur sa tablette, les plages de sable blanc, les cocktails colorés. C'était divin, Catherine, merci encore, avait-elle dit, mais son regard était déjà ailleurs, sur un email de son travail. Plus bas sur la page, une litanie de dépenses plus modestes mais incessantes, les factures d'électricité, les assurances, cette réparation de voiture imprévue le mois dernier 1 200 €, maman, je suis désolée, on est un peu juste ce mois-ci, et sa réponse immédiate, un virement fait dans l'heure. Chaque ligne était une maille du filet dans lequel elle s'était elle-même emprisonnée, un filet tissé de son propre amour et de leur dépendance confortable. Sans une larme, sans un soupir, elle alluma son ordinateur portable. Le doux vrombissement du ventilateur fut le seul son dans le bureau silencieux. Ses gestes étaient méthodiques, précis. Elle ouvrit son navigateur, tapa l'adresse du site de sa banque, une routine qu'elle connaissait par cœur. Ses doigts tapèrent son identifiant et son mot de passe avec une fluidité mécanique. Combien de fois s'était-elle connectée à cette page pour leur envoyer de l'argent, pour vérifier qu'un virement était bien passé? Ce soir, son but était inverse. Ce n'était pas un acte de construction, mais de démantèlement. Elle navigua vers la section virements et prélèvements. La liste de ces virements automatiques s'afficha, nette et ordonnée. Le bénéficiaire, Léo Dubois, motif, soutien loyer, montant, 1 500 €, périodicité, M mensuel. Elle cliqua sur Gérer, puis sur Supprimer le virement permanent. Une fenêtre de confirmation apparut, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce virement? Cette action est irréversible. Un sourire presque imperceptible étira ses lèvres. Irréversible. C'était exactement le mot qu'elle cherchait. Elle cliqua sur Oui. Le virement disparut de la liste. Le bénéficiaire, L.O. Dubois, motif, assurance AUTO, montant, 120 €, périodicite, M mensuel Oui. Le bénéficiaire, Orange, motif, Internet Écully, montant, 45 €, périodicite, M mensuel Oui. Un par un, les fils qui la reliaient à leur vie matérielle furent coupés. Chaque clic était un coup près, net et sans bavure. En moins de 5 minutes, le système de survie financier sur lequel ils avaient bâti leur confort s'était évaporé dans le néant numérique. L'illusion de leur indépendance venait de prendre fin. Elle referma l'ordinateur portable d'un geste sec qui claqua dans le silence. Elle rangea le carnet noir dans son tiroir, le remettant à l'abri des regards, comme un soldat range son arme après la bataille. Elle se leva et se dirigea vers sa chambre. Pour la première fois depuis la mort de son mari, le silence dans son appartement ne lui semblait plus être de la solitude, mais les prémices de la paix. 3 jours passèrent dans un calme presque irréel, 3 jours où le téléphone de Catherine resta silencieux, comme une bête tapie dans l'ombre, attendant son heure pour bondir. Pour la première fois depuis des années, Catherine redécouvrait le plaisir simple de vivre pour elle-même. Elle prit le temps de flâner le long des quais de Saône, acheta un livre qu'elle voulait lire depuis des mois, et passa une matinée entière au musée des Beaux-Arts. La paix qu'elle avait commencé à savourer, cette tranquillité nouvelle et fragile, allait bientôt être brisée par les ondes de choc de la bombe silencieuse qu'elle avait elle-même amorcée. Le mardi matin, elle se rendit au marché Saint-Antoine. L'air était vif, rempli des cris joyeux des vendeurs et des parfums de fruits frais, de fromage et de pain chaud. C'était son rituel, un plaisir simple qu'elle s'était trop souvent refusé, pressée par le temps ou les obligations. Alors qu'elle discutait du meilleur chèvre frais avec le fromager, son téléphone vibra dans la poche de son manteau. Elle l'ignora d'abord, mais l'insistance de la vibration la poussa à jeter un œil. C'était un SMS de Léo. « Maman,
petit souci avec la carte pour les courses au supermarché. Elle a été refusée. Tu peux regarder? Bise. Un instant, une vieille habitude, un réflexe maternel la piqua. L'envie de répondre, de rassurer, de régler le problème. Mais l'image du message d'Isabelle, froid et cruel, se superposa à celui de son fils. Elle sentit sa résolution se durcir. Elle répondit au sourire du fromager, paya son fromage, et rangea son téléphone au fond de son sac sans répondre. C'était un petit acte, mais il était lourd de sens. Le lendemain, alors qu'elle était assise à la terrasse d'un café sur la place des terreaux, savourant son expresso en lisant le journal, la bête se réveilla. Le téléphone, posé sur la table en fer forgé, se mit à vibrer frénétiquement. Une avalanche de messages. 10h15, maman, notre abonnement Netflix est suspendu. T'as changé le mot de passe? 11h30, s'il te plaît, réponds. Isabelle commence à s'énerver. 14h, le virement pour le loyer n'est pas passé. Le propriétaire a appelé, il n'est pas content du tout. C'est la cata. Appelle-moi d'urgence. Le ton avait changé. Les bises avaient disparu, remplacées par une panique non dissimulée et une pointe d'agacement. Catherine but son café, son visage impassible. Elle ne ressentait aucune satisfaction, seulement une profonde et amère confirmation. Le jeudi matin, après une nuit d'appels manqués, une notification apparut, nouveau message vocal. De retour dans le sanctuaire de son appartement, elle se décida à l'écouter. Elle prit une profonde inspiration, comme avant de plonger dans une eau glacée, et appuya sur play. La voix de Léo, tendue, presque suppliante, emplit le silence. « Maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Isabelle est furieuse, elle dit que tu fais ça pour nous punir. On va avoir de vrais problèmes. Le propriétaire menace d'envoyer une mise en demeure. S'il te plaît, rappelle-moi. Est-ce que c'est à cause du dîner? Je t'assure, c'est juste un malentendu. » Isabelle est très stressée en ce moment, elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Catherine écouta le message jusqu'au bout, son visage impassible. Un malentendu. Le mot résonna dans sa tête comme une insulte suprême. Il ne parlait pas de sa peine à elle, de l'humiliation. Il parlait de la fureur d'Isabelle, du stress du propriétaire, des problèmes matériels. Il n'assumait rien. Il n'était que l'écho des excuses de sa femme. La dernière parcelle d'espoir qu'elle aurait pu nourrir, celle que son fils se souciait encore d'elle, venait de mourir. Catherine appuya sur la touche effacer sans la moindre hésitation. Le message disparut pour toujours. Elle savait maintenant, avec une certitude absolue et douloureuse, qu'elle ne leur manquait pas. C'était son argent qui leur manquait. Et son plan n'était pas encore terminé. L'histoire de Catherine prend un tournant décisif. Le silence est devenu son arme, et la partie ne fait que commencer. Si vous êtes toujours avec nous et que vous ressentez la force de sa résolution, laissez simplement le chiffre 1 dans les commentaires ci-dessous pour nous faire savoir que vous êtes là. Et si vous découvrez nos histoires, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche des notifications, car vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. La fête d'anniversaire de Léo approche, et elle sera le théâtre d'une vérité que personne n'attend. Votre soutien est précieux, il nous permet de continuer à créer pour vous ces récits profonds et inspirants sur la famille, la dignité et les leçons de la vie. Maintenant, retournons à notre histoire. La musique lounge, impersonnelle et répétitive, emplissait le salon spacieux de la maison d'Écully, mais elle semblait flotter au-dessus d'un silence sous-jacent, une tension si palpable qu'on aurait pu la trancher au couteau. Des coupes de champagne circulaient sur des plateaux portés par des serveurs au sourire professionnel, et un buffet de mignardises, aussi cher qu'insipide, était dressé contre un mur. Tout était parfait, trop parfait, une imitation glaciale de la réussite. La plupart des invités étaient des collègues ou des clients d'Isabelle, des gens au parler net et aux costumes coûteux que Léo connaissait à peine. Il se sentait comme un étranger dans sa propre maison. C'était une façade de bonheur, une mise en scène coûteuse pour son 38e anniversaire, une tentative désespérée de prouver que tout allait bien. Mais le « malentendu » qu'il avait murmuré dans son message vocal quelques jours plus tôt était une bombe à retardement sur le point d'exploser. Léo était l'image même de l'anxiété, un roi de la fête au bord du précipice. Il riait trop fort,
sa main passant et repassant nerveusement dans ses cheveux. Il se sentait comme un acteur dans une pièce écrite par sa femme, une pièce dont il détestait le rôle. Un souvenir fugace d'un anniversaire d'enfance le frappa avec la force d'un coup de poing, son 30e anniversaire, un simple barbecue dans le petit jardin de Catherine, le gâteau au chocolat de sa mère, les rires authentiques de ses vrais amis. La comparaison avec le faste froid qui l'entourait maintenant lui donnait la nausée. Chaque joyeux anniversaire, mon vieux, lui vrillait les tympans comme une accusation. Il célébrait son anniversaire dans une maison que sa mère avait payée, et il avait laissé cette même mère être rejetée comme une malpropre. Isabelle, à l'inverse, était un ressort d'acier tendu à l'extrême. Son élégante robe noire ne parvenait pas à dissimuler la rigidité de ses épaules. Chaque sourire qu'elle offrait était une manœuvre stratégique. Elle avait besoin que cette soirée soit une réussite pour maintenir leur statut social, un statut désormais menacé par le tarissement soudain des fonds. Elle voyait la soirée comme son dernier rempart contre l'humiliation sociale. Sa colère n'était pas seulement dirigée contre Catherine, mais aussi contre Léo, ce mari faible qui n'avait pas encore trouvé de solution pour rétablir le flux financier. Elle le surveillait comme un faucon, son regard acéré le rappelant à l'ordre chaque fois qu'il semblait sur le point de flancher. C'est alors que Benoît arriva. L'ami d'enfance de Léo, celui qui avait passé d'innombrables dimanches dans la cuisine de Catherine. Il tenait à la main une simple bouteille de vin d'un petit producteur, un cadeau réfléchi qui détonnait. Il serra Léo dans ses bras. « Joyeux anniversaire, mon pote. » Sa voix était chaude, mais ses yeux étaient sérieux. « Qu'est-ce qui se passe, Léo ? Tu as l'air d'aller à un enterrement. » Léo, incapable de formuler une réponse honnête, se contenta d'une grimace et d'un vague « le travail, tu sais ce que c'est. » Le regard de Benoît balaya la pièce, cherchant un visage familier. Il le trouva absent. « Où est Catherine ? Demanda-t-il, son ton se faisant plus direct. Léo blêmit. Elle était fatiguée. Benoît ne dit rien, mais son silence était une réponse en soi. Il salua poliment Isabelle, qui lui rendit un sourire glacial, et alla se servir un verre, se postant dans un coin pour observer. La soirée avançait, la comédie se jouait. Puis, Monsieur Dubois, un vieil ami du père de Léo, un homme à la voix de stentor, s'approcha, une coupe à la main. « Léo, mon garçon. Alors, elle se cache où, la star ? Catherine ne raterait ton anniversaire pour rien au monde. » La question, posée avec une affection sincère, tomba comme une pierre dans une mare. Le petit groupe autour d'eux se tut. Isabelle, sentant le danger, s'interposa avec la rapidité d'un serpent. « Oh, Monsieur Dubois, vous savez, dit-elle avec un sourire condescendant, à son âge, elle préfère ses soirées tranquilles maintenant. Elle nous a envoyé toutes ses amitiés. » La phrase « à son âge », prononcée avec une fausse compassion, était une insulte déguisée. Benoît, qui avait tout entendu, posa son verre sur une table. Il s'approcha calmement. Il laissa passer une seconde de silence après le mensonge d'Isabelle, une seconde où il fixa Léo, un regard de déception profonde, comme pour lui donner une dernière chance de rétablir la vérité. Léo baissa les yeux. Ce fut le signal. La voix de Benoît, ni agressive ni forte, mais d'une clarté dévastatrice, s'éleva, portant sans effort dans le salon soudainement attentif. « Ce n'est pas tout à fait ça, Isabelle. » Tous les regards, surpris, se tournèrent vers lui. Léo ferma les yeux, comme pour se préparer à l'impact. Benoît continua, son regard planté dans celui d'Isabelle. « Ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas venir. C'est qu'elle n'a pas été invitée. » Le temps se suspendit. La musique lounge continua de jouer, mais personne ne l'entendait plus. Les mots de Benoît flottaient dans l'air, irréfutables, choquants. Une femme à côté d'Isabelle laissa échapper un petit hoquet de surprise. Les visages des invités passèrent de la curiosité à la stupeur, puis à une gêne palpable. Isabelle devint livide, sa bouche s'ouvrant et se refermant sans qu'un son n'en sorte. Léo, lui, semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Il fixait le sol, souhaitant qu'il s'ouvre et l'engloutisse. La façade venait de s'effondrer en 1000 morceaux. Un couple, Monsieur et Madame Dubois, amis de longue date des parents de Léo, se leva alors sans un mot. La femme, avec une dignité silencieuse,
regarda Léo non pas avec colère, mais avec une immense pitié. Elle déposa délicatement son cadeau, encore emballé, sur la table basse, comme on dépose une gerbe sur une tombe. Puis, ils se dirigèrent vers la sortie, traversant la foule silencieuse qui s'écartait sur leur passage. Le bruit de la porte qui se referma fut le seul son que l'on entendit. Le facteur du lundi matin n'avait rien de particulier, un homme ordinaire faisant sa tournée sous le ciel gris de Lyon. Mais l'enveloppe cartonnée qu'il tendit à Léo portait les mots fatidiques, imprimés en lettres capitales, lettres recommandées avec accusé de réception. C'était le genre de courrier qui n'annonce jamais de bonnes nouvelles, le genre de courrier qui précède les avocats ou les huissiers. Léo signa le récépissé avec une main tremblante, un pressentiment glacé lui nouant l'estomac. L'écriture de l'expéditeur était celle de sa mère, nette et reconnaissable. C'était l'aboutissement logique du carnet noir. Ce n'était plus un secret personnel, mais un document officiel, une déclaration. Il referma la porte de la maison qui lui semblait désormais immense et vide. L'air était lourd, chargé des reproches silencieux et de l'humiliation de la fête désastreuse de l'avant-veille. Isabelle était assise à la table de la salle à manger, une tasse de café intacte devant elle, son visage un masque de fureur contenue. « C'est quoi ?» demanda-t-elle d'une voix sèche. « C'est de ma mère » répondit Léo, sa propre voix à peine un murmure. Il déchira l'enveloppe avec une maladresse fébrile. À l'intérieur, pas de longues lettres pleines de reproches. Juste 6 pages imprimées, impeccablement alignées, et une courte note manuscrite sur un papier à en-tête simple. Il lut la note en premier. « Léo, ceci n'est pas une facture pour réclamer de l'argent. L'amour ne se facture pas. C'est un registre, pour que tu te souviennes de la valeur des choses que tu as considérées comme acquises. J'ai financé votre vie par amour, en espérant seulement du respect en retour. Ce respect m'a été retiré. Je ne financerai plus jamais mon propre manque de respect. Il est temps pour vous d'apprendre à être des adultes. Catherine. » Les mots étaient simples, sans colère apparente, mais ils le frappèrent avec la force d'une gifle. Il sentit la honte lui monter aux joues, une vague brûlante. Puis il survola les pages imprimées. Ce n'étaient pas seulement les grosses sommes qui lui sautaient aux yeux à Port-Maison, voyage de noces, mais la litanie sans fin des petites dépenses, facture d'électricité, janvier 2022, pneus neige, novembre 2022, inscription crèche Lily, septembre 2023. C'était une cartographie de sa dépendance, l'histoire de sa vie d'adulte subventionnée. Isabelle lui arracha les papiers des mains. Ses yeux parcoururent la note, puis les listes. Son visage passa de la suspicion à une rage pure, volcanique. « C'est une déclaration de guerre » hurla-t-elle, sa voix se brisant. « Une déclaration de guerre. Ta mère est une vieille folle manipulatrice et perverse. »« Isabelle, calme-toi. » Tenta Léo, mais elle n'écoutait plus. « Me calmer ? Me calmer ? Tu as vu ce qu'elle a fait ? Elle nous humilie. D'abord devant tous nos amis, maintenant ça. C'est une humiliation. Elle a peut-être ses raisons. » Murmura Léo, plus pour lui-même que pour elle. Ce fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Isabelle se tourna vers lui, les yeux lançant des éclairs. « Ses raisons ? Et toi, tu la défends ? Après ce qu'elle nous a fait subir ? C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Tu es faible, Léo. Faible. Tu n'as jamais su t'imposer, ni avec elle, ni avec personne. Tu la laisses nous contrôler avec son argent pourri. » La dispute fut d'une violence inouïe. Les insultes volaient, les objets aussi. Un vase coûteux, cadeau de mariage de Catherine, se brisa contre un mur. Isabelle monta les escaliers 4 à 4, un ouragan de fureur. On entendit le fracas des tiroirs qu'on ouvre, des portes de placard qui claquent. Elle redescendit quelques minutes plus tard, traînant une valise de luxe. « C'est fini, dit-elle, sa voix blanche de rage. Je ne resterai pas ici une minute de plus pour être humiliée par ta mère et par ta lâcheté. Tu peux garder ta maison, ta mère et tes dettes. » Elle jeta les clés de sa voiture sur la table du salon et claqua la porte d'entrée. Le bruit résonna dans la maison silencieuse comme un coup de feu. Léo resta là, hébété, au milieu des débris de sa vie. Le silence qui suivit le départ d'Isabelle était plus assourdissant que ses cris.
Il s'assit, ou plutôt s'effondra, sur le canapé design. Il était vide, vidé de toute émotion, de toute pensée. C'est alors que son regard tomba sur la tablette d'Isabelle, oubliée sur un coussin. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, il la prit. L'écran s'alluma, affichant sa messagerie, restée ouverte sur une conversation avec Chloé ma sœur. Son cœur se serra. Il commença à lire, presque contre son gré, remontant le fil des messages. Un message datant d'il y a 6 mois, fait lui payer le voyage aux Baléares. C'est le moins qu'elle puisse faire après tout ce qu'on endure. Un autre, plus récent, après la panne de voiture, ne t'inquiète pas, le distributeur automatique maman va encore fonctionner. Elle ne peut pas dire non à son précieux petit Léo. Il continua de faire défiler, chaque message étant un nouveau coup de poignard. Et puis, il tomba sur le pire. Un message envoyé juste après qu'ils aient signé l'achat de la maison. Sois patiente. Une fois que la maison est à ton nom et que tout est payé, tu pourras la foutre dehors définitivement. C'est simple. Et la réponse d'Isabelle, le plus dur, c'est de supporter ses visites. Mais tu as raison. On va d'abord plumer le pigeon. Le pigeon. Il relut le mot. C'est comme ça qu'elle le voyait. Un pigeon. Un idiot utile. L'écran de la tablette illuminait le visage de Léo, où les larmes commençaient à couler, des larmes silencieuses de pure agonie. Il venait de comprendre que le problème n'avait jamais été un dîner. Le problème n'était même pas l'argent. C'était un long et méprisant complot dont il avait été la cible et, pire encore, le complice silencieux et aveugle. Un son rauque, un sanglot arraché à ses entrailles, brisa le silence de la maison vide. On frappa à la porte de Catherine tard ce soir-là, un coup timide, presque hésitant, perdu dans le bruit de la pluie qui battait contre les fenêtres de la Croix-Rousse. Surprise, elle regarda l'horloge. Il était près de 11 heures. Qui pouvait bien venir à cette heure? Avec une pointe d'appréhension, elle alla ouvrir. Sur le paillasson, sous la lumière blafarde du couloir, se tenait Léo. Trempé par la pluie, le visage dévasté, il tenait dans ses bras une Lily endormie, son petit corps blotti contre lui. Combien de fois s'était-il tenu sur ce paillasson, souriant, pour demander un service ou de l'argent? Ce soir, il était là, sans sourire, le cœur à nu, pour demander quelque chose de bien plus difficile à obtenir, la rédemption. Sans un mot, Catherine s'écarta pour les laisser entrer. Son premier geste, un réflexe de grand-mère qui primait sur tout le reste, fut de prendre délicatement Lily des bras de son fils. Le petit corps chaud et confiant se nichant contre elle était un baume sur son cœur meurtri. Elle emmena l'enfant dans la chambre d'amis, la coucha doucement et l'aborda, avant de revenir au salon. Léo était resté debout au milieu de la pièce, l'air perdu, ruisselant sur le parquet. « Assieds-toi, Léo, dit-elle doucement. Il s'assit à la table de la cuisine, là où, des années plus tôt, elle l'aidait à faire ses devoirs. Il posa la tablette d'Isabelle sur la table, entre eux. « Je sais, commença-t-il d'une voix brisée. Je sais tout. Sa sœur, elle, depuis le début. » Les mots se bousculaient, incohérents, noyés dans des sanglots qu'il ne pouvait plus retenir. Il n'essayait pas de se justifier, ne cherchait aucune excuse. Il raconta tout, sa lâcheté, sa peur de déplaire à Isabelle, son aveuglement volontaire. « Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé. Pour tout. De t'avoir laissé devenir un service. Un compte en banque. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu. Vraiment vu. » Il poussa la tablette vers elle. « Lis. Tu dois voir. » Catherine regarda l'objet, puis le visage de son fils, déformé par le chagrin. Elle posa sa main sur la tablette et la fit glisser sur le côté, sans l'ouvrir. « Je te crois, dit-elle simplement. » Elle se leva, mit de l'eau à chauffer et prépara une tisane, ses gestes lents et apaisants dans le silence seulement troublé par les pleurs de Léo. Elle s'assit en face de lui et attendit qu'il se calme. Quand il releva enfin la tête, ses yeux rougis rencontrèrent les siens. Son regard à elle n'était pas rempli de colère, ni même de triomphe. Il était empreint d'une profonde et douloureuse gravité. « Et tu m'as laissé devenir invisible dans ta vie, Léo, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Le plus dur maintenant, ce n'est pas de me demander pardon.
C'est d'apprendre à te voir toi-même, à te tenir debout sans béquille. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Le pardon ne se donne pas comme une aumône, Léo. Il se reconstruit. Chaque jour. Brique par brique. Les mois qui suivirent furent une lente reconstruction. Léo vendit la grande maison d'Écully, un symbole de sa vie d'illusion. Il prit un petit 2 pièces près de son travail, un appartement modeste qu'il payait seul. Il prit un second emploi le week-end, et les cernes sous ses yeux témoignaient de sa fatigue, mais c'était une fatigue saine, celle d'un homme qui se bat. Il partageait la garde de Lily, et il était un père présent, vraiment présent. Leurs rencontres avec Catherine changèrent. Fini les grands dîners de façade. Ils se voyaient pour des choses simples, une promenade au parc, un café le dimanche matin. Il ne parlait plus d'argent. Il lui posait des questions sur sa vie, sur son cours de poterie, sur ses amis. Il écoutait. Il apprenait à la voir, elle, Catherine. Un soir, alors qu'il était venu chercher Lily, il la trouva dans la chambre d'amis, assise au bord du lit où la petite fille s'endormait. Catherine fredonnait une vieille berceuse, la même qu'elle lui chantait, à lui, des années auparavant. Léo s'arrêta dans l'encadrement de la porte, le cœur serré. Il la regardait, sa mère, non plus comme une source inépuisable, mais comme une femme d'une force tranquille qui avait eu le courage de lui enseigner la plus dure des leçons. Sa plus grande preuve d'amour n'avait pas été de lui donner de l'argent, mais d'avoir su arrêter. Son plus beau cadeau fut de le forcer à grandir. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement difficile et douloureux de l'amour véritable, celui qui n'est pas acheté, mais qui se mérite.